Nous avons le plaisir d'accueillir M. Tawfiq El Hidara pour notre prochain podcast. M. Tawfiq El Hidara, directeur général de la Marocaine Vie, pour discuter un peu de l'épargne, de son évolution dans un contexte inflationniste, de nouveaux produits, de l'actualité fiscale et surtout des perspectives de la branche. M. Tawfiq El Hidara, bonjour. Bonjour. Notre rencontre aujourd'hui intervient dans un contexte inflationniste. Cette hausse des taux a impacté lourdement le pouvoir d'achat des ménages. Elle s'est traduite par une érosion du pouvoir d'achat et des rétrécissements des marges des entreprises. Elle a impacté lourdement certains secteurs. Pour ce qui est du secteur des assurances, en se référant aux statistiques publiées par la CAPS, on remarque que les primes émises ont augmenté de 7,7% au cours du dernier trimestre de l'année 2022. Et dans cette tendance, on remarque que la branche vie évolue plus vite que la branche non-vie. Certes, elle est due en quelque sorte à l'essor de la banque assurance, mais on doit comprendre, est-ce qu'on doit comprendre par là, et ça sera là l'objet de ma première question, est-ce que cela est dû au fait qu'il y a moins de rachats de contrats d'assurance, et justement comment s'est comportée la branche vie durant l'exercice écoulé et pendant les premiers mois de l'année en cours? Effectivement, on est en train de vivre une situation inédite depuis quasiment un an. Il y a un contexte inflationniste et aussi un contexte de hausse de taux après une série d'années de baisse de taux continue. Donc il faut savoir que cette situation, on ne l'a pas vécue au niveau de Maroc depuis 2002. Bien évidemment, dans un contexte d'inflation ou hausse de taux, la première réflexion, c'est de dire éventuellement il y aura un impact sur l'activité vie et notamment certaines branches d'activité. Ici, je pense surtout en termes de niche à tout ce qui est investissement par la clientèle patrimoniale. Les chiffres provisoires communiqués par la CAPS, vous avez parlé du premier semestre, on était à 7,5. Cette bonne performance a été confirmée si on regarde les statistiques provisoires publiées. L'année 2022, la branche vie va terminer, affiche une croissance aux alentours de 11%. C'est des chiffres provisoires, mais ça indique quand même que le bon train de constater au premier semestre, il est confirmé. Donc effectivement, ça interpelle pour dire est-ce que l'inflation ou la hausse des taux n'a pas d'impact. Date aujourd'hui, il faut un peu entrer dans le détail, dans la façon dont cette croissance a été construite. Et ce qu'on constate, c'est que l'épargne au support des rames, celui qui porte cette croissance essentiellement, il affiche à peu près 17% de taux de croissance. Donc ça montre que ces produits-là restent toujours attractifs parce que l'inflation, quand on dit inflation hausse des taux, ça ne concerne pas que l'assurance vie, ça concerne tous les instruments de placement ou d'investissement. Donc c'est un impact global, mais certainement, ça prouve que les produits d'assurance, quand même, ils ont des atouts supplémentaires par rapport à d'autres instruments. Donc, au-delà de chercher un placement sécurisé qui donne un taux de rendement régulier et aussi un taux de rendement attractif, mais aussi il y a d'autres avantages. L'assurance vie garde quand même, il a un cadre fiscal attractif et il a d'autres atouts, si on pense aussi pour la clientèle patrimoniale, tout ce qui est transmission de patrimoine en toute sécurité en cas de décès, mais aussi il y a aussi un caractère où on parle, pas beaucoup, mais tout le caractère d'insaisissabilité des contrats d'assurance. Donc c'est quand même, ça reste des instruments de placement qui donnent du rendement, qui sont liquides, mais aussi qui donnent des avantages supplémentaires par rapport à d'autres instruments. D'accord, donc si j'ai bien compris, l'inflation, elle touche l'ensemble des produits d'épargne, mais il faut dire que la branche vie, elle présente certaines caractéristiques qui sont attrayantes. On va revenir par la suite. Là, j'ai une question en fait par rapport à la loi de finances 2023 qui a porté une disposition concernant le rachat des contrats d'assurance avant 8 ans ou 45 ans. Il s'agit d'une retenue à la source auto-non-libératoire de 15%. Cette disposition, il faut dire qu'elle a partagé les avis, donc on la considère comme une mesure qui va mettre un terme aux abus qui ont été constatés et qu'elle va encourager l'épargne long-termiste. D'autres, par contre, ils considèrent que ça va donner un coup dur à l'épargne. Vous, Monsieur Tawfiq, en tant que représentant d'une compagnie spécialisée de personnes, quelle appréciation pouvez-vous nous faire de cette disposition?
Et il faut savoir que cette disposition concerne le segment de la retraite complémentaire. Date aujourd'hui, la retraite complémentaire, par définition, c'est de l'épargne long terme. Donc, date aujourd'hui, nous, on considère cette disposition, c'est qu'elle vient renforcer davantage cette vocation de nos contrats de retraite complémentaire. Donc, date aujourd'hui, il faut savoir que, et c'est un peu dommage qu'on est trop focalisé que sur la partie fiscalité, il faut mettre le sujet, il faut aborder la question dans son contexte global. Date aujourd'hui, si on prend les régimes de retraite de base au Maroc, on en parle peu, mais date aujourd'hui, ce qui est certain, dans quelques années, c'est des régimes qui peuvent devenir insolvables. Ils seront dans la difficulté de servir leur engagement. Il faut savoir aussi qu'au date aujourd'hui, les régimes de base, si un cadre moyen opte pour juste garder le régime de base sans faire un effort supplémentaire d'épargner dans des contrats d'assurance complémentaire, il y aura des mauvaises surprises à l'arrivée à la retraite. Un cadre moyen date aujourd'hui, il peut se trouver du jour au lendemain sur une perte de revenus de 40 à 50%. En partant d'un statut d'un salarié à 60 ans et en basculant à un statut de retraité, date aujourd'hui, il faut savoir que le taux de remplacement, on avait l'habitude de nos actuaires de calculer en interne, un régime de base, au meilleur des cas, il assure un taux de remplacement du dernier salaire de 30 à 40%. Donc il y a un gap de 60%. Certains retraités sont besoin en général pour garder le même niveau de vie, on l'estime à 70% à 80% de salaire, donc le gap il est énorme. Donc il faut quand même penser à combler ce gap, et donc la retraite complémentaire, elle est pour ça. L'avantage fiscal, c'est un atout supplémentaire, et donc il faut le prendre dans la logique, je suis dans un placement long terme. Certes, pour des raisons ou autres, il y a certains clients qui ont besoin de faire un retrait partiel sur leur épargne pour faire face par moment à des moments de situations financières difficiles. Il y avait un cadre fiscal qui donne quand même certains avantages. La dernière réforme avec l'instauration des 15% forfaitaires peut apparaître pour certains clients que c'est défavorable. Mais date aujourd'hui, moi, dans la globalité, si on prend la retraite complémentaire dans son vocation long terme, les nouvelles dispositions fiscales, ça vient de renforcer ce caractère-là. Il ne faut pas aussi se focaliser que sur les 15% non libératoires, mais de l'autre côté, il y a l'âge. Il y avait la double condition de 50 ans et 8 ans. Là, les 50 ans, ils sont revus à la baisse à 45 ans. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un plus dans cette nouvelle loi de finances. Donc les 15% non libératoires, nous, ça nous permet quand même aussi de rationaliser le comportement de notre clientèle, d'avoir moins de rachats précoces. Donc pour vous, c'est une bonne disposition et qui va bien entendu encourager l'épargne à long terme. En soi, c'est une bonne disposition. Maintenant, la communication autour, parce qu'il faut savoir que les premières orientations de la loi de finances, ça a quand même créé des craintes, de l'incompréhension. Nos équipes, ils étaient quand même... la clientèle est perturbée, mais surtout nos clients et nos réseaux de distribution, ils étaient dans une incompréhension totale. Donc, ils étaient en train d'appeler, on avait reçu du rush d'appels pour expliquer. Donc, la façon au départ, telle qu'il était présenté les orientations, c'était comme une remise en cause d'un avantage déjà acquis. Donc, c'est ça ce que notre clientèle avait comme crainte, mais au fur et à mesure, et avec la monture finale de la finance et le projet adopté, donc ça a rassuré tout le monde, ça a montré l'orientation on va dire, prise par la Direction générale d'impôts, et aussi ça favorise pour nous d'aller continuer à développer cette activité. Oui, mais il faut reconnaître qu'auparavant, il y avait des abus et une exploitation de la fiscalité énorme par les assurés, et qu'effectivement, il fallait mettre un terme à tout cela. Moi, je ne vais pas généraliser. Oui, il y en a certainement certains assurés, quel que soit un cadre fiscal ou réglementaire, toujours il y a des petites brèches que certains peuvent penser pouvoir exploiter. Donc, je ne généralise pas, mais il y avait des assurés où il y avait un abus, mais abus dans le sens, c'est que date aujourd'hui, c'était toujours la fiscalité non libératoire. Ils avaient toujours l'obligation de faire une déclaration de revenus. D'ailleurs, nous, en tant qu'assureurs, et on a le rôle de début rentier, on prélève à la source, mais systématiquement,
on sensibilise, on informe nos clients, on leur donne les éléments nécessaires pour aller remplir leur déclaration annuelle. Donc il se trouve que cette déclaration annuelle adressée à la Direction générale d'impôts, le citoyen marocain n'a pas, je vais dire, soit il n'a pas conscience, soit il n'a pas cette culture de faire cette déclaration. Donc moi je pense que au-delà de la loi de finances 2023, la Direction générale d'impôts il a pris des initiatives où il a interpellé certains assurés, certains de nos clients et les clients de nos confrères pour les inviter à venir régulariser leur situation. Mais il y avait aussi une partie de la clientèle où il fait recours à des retraits partiels pour faire face à des besoins urgents. Et il faut savoir aussi qu'auparavant, il y avait un autre avantage, il y avait les avances. Il y avait les avances sur le contrat de retraite complémentaire. Ces avances c'était un moyen d'accéder à une partie de son épargne sans casser le contrat. Et c'était des avances qui peuvent faire face à des situations que l'assuré peut rembourser dans un délai maximum de 5 ans. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait la réforme où cette avance il était devenu fiscalisé et donc du coup le client normal n'avait plus d'autre choix que d'aller vers un rachat partiel. Moi, je considère, ça veut dire si on va avoir quelque chose de cohérent, il faut revenir à ce qui était auparavant, à garder cette possibilité d'octroyer des avances sans les imposer, et sans être obligé de prélever l'IR et le verser au fisc. Je pense qu'on aura quelque chose de très cohérent et très attractif pour le citoyen et pour le client de ce type de produit. Oui, comme vous venez de le dire, une fois arrivé à la retraite, le salaire il reste largement inférieur à celui perçu pendant la période de carrière. Et justement, vous avez mis en exergue l'avantage de la retraite complémentaire. Mais le problème, c'est qu'on ne communique pas sur les avantages de cette retraite complémentaire. À qui incombe cette tâche? Est-ce que c'est aux caisses de retraite, à vous les compagnies d'assurance, aux régulateurs qui devraient normalement sensibiliser sur le rôle de la retraite complémentaire? La réponse est simple. Pour qu'il y ait une prise de conscience, pour qu'il y ait une bonne compréhension, il faut que toutes les parties prenantes investissent dans cette formation, aux sensibilisations et communication. En commençant par les régulateurs, et pas que le régulateur, les régulateurs. En regardant la CAPS, il fait quand même énormément d'efforts, beaucoup de communication sur beaucoup de sujets d'assurance, sur l'assurance des emprunteurs, sur la santé, sur la retraite. Il faut aussi qu'au niveau des caisses de retraite, il faut aussi aller dans la sensibilisation aussi et de mettre en exergue l'importance de vraiment préparer la retraite et de ne pas se limiter à la cotisation, on va dire, minimale obligatoire, parce que date aujourd'hui, on a 2 régimes obligatoires, ou 3, en fait, sur la retraite 3 ou 4. Le citoyen, ou le fonctionnaire ou le salarié du secteur privé se limite à dire je fais la cotisation minimale obligatoire et ça, il faut aller sensibiliser. Et bien évidemment, les compagnies d'assurance. Et les compagnies d'assurance, nous, on fait énormément d'efforts de communication. D'ailleurs, l'année 2023 aussi, pour la Marocaine, ça sera une année où on va organiser des événements propres et dédiés à la clientèle entreprise et particulière, vraiment pour leur expliquer plus en détail. On l'a fait par le passé, mais avec le temps, c'est là où moi, je trouve que parfois, c'est important de parler des avantages fiscaux, mais ça, il ne faut pas qu'on se limite sur ça. Mais c'est vrai, les dernières années, tous les débats, ils tournent autour sur la fiscalité. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment... L'avantage fiscal, c'est un plus, mais ça ne doit pas être la seule raison ou le seul élément qui nous pousse à mettre de l'argent dans la retraite. C'est vraiment, il faut se poser la question date aujourd'hui, à la retraite, j'ai besoin quand même de garder un certain niveau de vie. La plupart parmi nous, ils ont même besoin de continuer à financer, à supporter leurs enfants. Donc ça veut dire qu'il faut préparer sérieusement cette étape-là. Mais il faut dire que les caisses de retraite, elles ont des produits retraite complémentaires en interne et d'ailleurs, elles communiquent là-dessus, que ce soit la CIMR, la CMR, elles ont des produits retraite complémentaires. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je dis qu'il y a toutes les parties prenantes. Quand je dis qu'il faut préparer la retraite complémentaire, je ne vais pas la limiter à des compagnies d'assurance. Oui, il y a des caisses de retraite qui font de la complémentaire, mais c'est tout l'écosystème.
Maintenant aussi, chaque produit ou chaque offre, il a ses avantages, ses atouts. Par exemple, nous, la Marocain, vient à un certain moment, au-delà de proposer les produits classiques de retraite complémentaire, on a pensé à certaines entreprises, à certains profils de clients corporate, et on a introduit même la notion et le support en unité de compte. Aujourd'hui, on a une gamme très diversifiée, ça veut dire pour des entreprises bien particulières dans certains segments, ils ont même accès à investir à travers les contrats en unité de compte et il y avait des clientèles intéressées et ça permet de ramener ce rendement intéressant. D'accord. Et justement, pour les contrats en unité de compte, vous êtes une compagnie pionnière en la matière. Sur le marché, on remarque qu'il y a peu de compagnies d'assurance qui s'intéressent à ce genre de produits. On a posé la question à certains assureurs. Ils considèrent en fait que ce n'est pas assez diversifié, ça se limite aux OPCVM, ce n'est pas élargi aux OPCI, au plan d'épargne d'action. Justement, M. Taufer, qu'est-ce qui empêche le régulateur d'élargir la gamme aux OPCI, etc. Déjà, il faut dire qu'au date aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire, il y a des opportunités. Moi, je considère déjà, il faut qu'on commence par déjà en profiter de ces opportunités. Certes, on va y arriver aux contraintes, mais date aujourd'hui, même si on a que les OPCVM, ça reste quand même une large palette de choix. Les OPCVM, il y a l'obligateur court, moyen terme, il y a diversifié, il y a l'action, donc date aujourd'hui, il y a le choix. Et il faut aussi parler de la maturité globale de notre marché financier. Date aujourd'hui, déjà, même les asset managers, ce qu'il arrive à vendre, il arrive à vendre des EPCVM, donc quand même, déjà commencer par ça. Maintenant, élargir, c'est un sujet de discussion qui était avec le régulateur et rien ne nous bloque, mais ça veut dire qu'il faut que déjà les acteurs s'investissent. Et date aujourd'hui, n'en profitent déjà pas du cadre existant et qu'ils hésitent à lancer ce produit. Le régulateur, moi, à sa place, je dis, il y a d'autres priorités. Pourquoi on va réfléchir à élargir? Mais il faut d'abord que la mayonnaise prenne avant de penser effectivement à d'autres produits. On a discuté avec le régulateur, ils étaient disposés à regarder le sujet, d'aller faire aussi des plans d'épargne en action. Même à un certain moment, on a évoqué le sujet des OPCI, même si après, on va parler peut-être. La loi de finances 2023 parle beaucoup de la fiscalité de retraite, mais aussi les OPCI qui étaient un marché naissant et que nous-mêmes considérons une opportunité pour renforcer l'offre. Je sais que dans la dernière réforme, il y a un retour en arrière sur les avantages fiscaux accordés il y a 2 ans. Est-ce que vous parlez là du basculement des actifs immobiliers des banques et des compagnies vers les OPCI? Là encore, il y avait un driblement du fisc. Je parle moi des OPCI. Il y avait une loi de finances où il a donné certains avantages fiscaux pour donner lieu naissance à un marché. C'est un marché qui commence à prendre et d'une manière générale. Aujourd'hui, il y a un retour en arrière sur certains avantages et ça impacte l'activité OPCI globale. Moi, en tant qu'investisseur, l'année 2022, on a pris le soin de regarder des opportunités. On a investi, on a commencé à investir. On a dit voilà, il y a un nouveau instrument financier qui me permet d'avoir des bons rendements pour ma clientèle. On a commencé à réfléchir de dire pourquoi ne pas l'intégrer dans le contrat de compte, mais avec et le contexte inflation, hausse des taux et moins d'avantages fiscaux, in fine, ces produits-là deviennent soudain moins attractifs qu'un placement en obligation d'État. Donc je reviens sur... Moi, je pense que il faut que nous, une fois les compagnies d'assurance sont convaincues déjà que l'intérêt de ce produit en unité de compte, et il y a un intérêt aujourd'hui, je crois, on est quand même 4 opérateurs. Certes, on était les premiers, on est resté quasiment 15 ans seuls à faire ce produit-là. On est content qu'il y a d'autres acteurs qui investissent ce segment-là. Ça permet de créer un peu de la discussion et de la communication autour du sujet. C'est des produits qui nécessitent une certaine technicité. Ça nécessite beaucoup d'investissement dans le système d'information et c'était ça les vrais freins à un certain moment pour lancer ce produit-là par certains acteurs de marché. C'est que nous, pour démarrage, on était épaulés par le groupe. Le système d'information il est tellement assez complexe. On a récupéré l'outil du groupe pour démarrer rapidement. Il faut former le réseau de distribution date aujourd'hui pour aller voir notre force de vente pour leur demander de vendre des OPCVM, c'est quasiment leur demande le travail qui est assuré date aujourd'hui par les asset managers. Donc il y a beaucoup de formation, d'investissement. Il y a un aspect ou un volet très important, c'est le devoir de conseil, parce que le produit en unité de compte, ce n'est pas un produit que je vais mettre sur le comptoir et le client vient se servir. Il faut vraiment
prendre du temps, faire le diagnostic nécessaire avec le client, lui donner le bon conseil. Et le conseil, ce n'est pas valable à n'importe quel moment pour n'importe quel client. Il y a 2 ans, on est en train de dire à notre clientèle, investissez dans les obliques à long terme. Date aujourd'hui, non, il faut leur dire, on est en train de leur dire plutôt, le contexte a changé, voilà les nouveaux véhicules d'investissement. Aussi, il faut voir le profil des clients. Quelqu'un qui se positionne sur le long terme, ce n'est pas le même conseil pour quelqu'un qui, plus ou moins, sur un horizon plus court. Donc, il y a du travail, il y a de l'investissement, il y a de la technicité, il y a de l'accompagnement de la force de vente, il y a de la formation, mais aussi il y a une obligation de service après-vente, de rester en contact avec la clientèle et apporter toute l'information nécessaire. D'accord, très bien. Justement, comment s'est présenté le marché des contrats en unité de compte en 2022? Parce qu'on a constaté qu'il y avait, pendant la période de crise, un certain engouement pour ces produits. 2022, justement, sur 2022, la branche vie, d'une manière globale, elle a fait une bonne performance. J'ai dit tout à l'heure que c'est porté par l'épargne au support des rames. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que la partie unité de compte, elle est en forte chute. D'accord. C'est à peu près moins 30% que 2021. Cette sous-performance, elle a complètement enrayé la performance et l'engouement de 2021. Et où c'est dû à quoi exactement? Date aujourd'hui, cette baisse, on va dire qu'on n'a pas tous les éléments pour savoir, mais je prends le cas de la Marocain Vie, nous, même 2022, on a continué à vendre les contrats en unité de compte. Certes, les 2 derniers mois, on avait moins de succès à les placer chez les clients parce que c'était une période de flottement, d'incertitude. Il y avait toute une discussion, est-ce qu'il y aura hausse de taux, pas hausse de taux, est-ce que l'inflation va c'est importé ou c'est structurel. Mais nous, au Marocain Vie, on va dire parmi nos points de satisfaction en 2022, c'est qu'on a réalisé quasiment nos objectifs en contrat en unité de compte. C'est à peu près 15% de notre collecte elle est en unité de compte, collecte globale. Date aujourd'hui, l'encours en unité de compte, c'est à peu près 10% des mises en cours. On est quasiment dans nos objectifs. On n'est pas au même niveau que 2021 parce que 2021 c'était une année exceptionnelle. Mais date aujourd'hui, je n'ai pas tous les éléments pour savoir dans quel segment, dans quel réseau bancaire ça n'a pas beaucoup marché cette activité. Mais pour la Marocain Vie, avec Société Générale Maroc, on est satisfait. C'est un élément de satisfaction de pouvoir continuer à placer ce produit malgré le contexte d'incertitude et le contexte d'inflation. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, hormis la fiscalité, il y a d'autres caractéristiques intrinsèques aux produits d'épargne. Justement, j'aimerais bien, M. Tofir, que vous reveniez sur ces caractéristiques, hormis la fiscalité et le rendement, et comment se positionnent vos produits d'épargne par rapport à la concurrence? La concurrence dans des produits d'assurantiel ou hors assurance, parce qu'il y a plusieurs types de concurrence. Je parle surtout des produits d'assurance vie. Date aujourd'hui, il faut se le dire, à part quelques éléments de différenciation, on va le dire en toute transparence, les produits se ressemblent. Si je prends une offre à retraite complémentaire, je veux dire, pour ne pas dire la même, c'est quasiment la même chez toutes les compagnies d'assurance. Modulo, ce qu'on a nous en plus, c'est un produit retraite complémentaire en unité de compte. Si je prends même les produits assurance vie commercialisés par les réseaux bancaires, c'est quasiment, on est sur les mêmes montages, les mêmes mécanismes. La seule différence, maintenant, on est 2-3 compagnies qui font des contrats en unité de compte et aussi au sein de ce produit multi-support, il y a la différence, c'est la qualité du support, c'est la diversité du support, c'est la qualité de l'asset manager avec qui on travaille. Mais je considère que moi, les offres sont proches avec quelques... Ce qui fait la différence, c'est la qualité de service, et surtout le service après-vente. C'est la qualité de la gestion financière. C'est le rendement, même si on constate sur le marché les écarts de rendement ne sont pas énormes, mais c'est les 2 éléments qui peuvent faire la différence entre une compagnie et l'autre, c'est la qualité de service, c'est la viabilité, la solidité de la compagnie d'assurance et c'est la qualité de sa gestion ALM.
Maintenant, en termes d'autres avantages, bon, on a toujours dit l'assurance vie, l'électrotique, risque, rendement et liquidité. Dans tous les cas, c'est des produits qui sont liquides, au sens que aussi modulo, aussi la fiscalité qu'on peut aussi euh, disposer d'une partie de notre réparation, on a besoin. J'ai parlé tout à l'heure, surtout pour un segment de clientèle, la transmission du patrimoine en cas de décès. Date aujourd'hui, les produits d'assurance, surtout les contrats patrimoniaux, sont un bon instrument pour la transmission de patrimoine. Il y a aussi tout le sujet de, c'est des produits, on va dire, sécures dans le sens hors UC, c'est des produits garantis. Date aujourd'hui, quand je place chez une compagnie d'assurance, ma mise initiale, elle est garantie et les rendements générés non distribués sont aussi garantis. Maintenant aussi, il y a un caractère que de l'insaisissabilité. Date aujourd'hui, il y a le contrat d'assurance compte tenu de la réglementation marocaine. C'est date aujourd'hui, ni la direction générale d'impôts, ni la douane ne peuvent vraiment recourir à certains montages pour mettre la main sur ce contrat-là. Donc, date aujourd'hui, si je décide de souscrire un contrat d'assurance vie avec l'idée de garantir ou de transmettre le patrimoine à mes héritiers, date aujourd'hui, c'est quand même un élément de garantie qu'in fine, il n'y aura pas de mauvaises surprises en arrivant au moment où on a besoin de cet argent. Très bien. D'accord. Donc, soucieuse de rationaliser le réseau omnicanal, Société Générale, elle a instauré des points d'interaction avec ses clients. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette expérience? Est-ce que les clients ont été ouverts à ce type de relation? Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées, que vous rencontrez toujours? D'une manière globale, que ce sera les clients Société Générale ou nos clients directs, ils sont très intéressés à tout ce qui est maintenant, tout ce qui est nouveau canal de communication et de distribution ou d'interaction. En date aujourd'hui, le client, de plus en plus, il a les mêmes réclamations ou les mêmes demandes, les mêmes attentes. Aujourd'hui, il a besoin de plus en plus d'être autonome, l'autonomie, de disposer des services, de l'initier lui-même à n'importe quel moment à travers n'importe quel device. Il a besoin aussi de l'instantanéité, il a besoin de ne plus attendre, d'être en temps réel. Donc, aujourd'hui, ce genre de service ou d'interaction, c'est très demandé. Je ne vais pas dire qu'ils sont appréciés même, ils sont demandés par notre clientèle et il y a des attentes. Maintenant aussi, avec la Société Générale, on a expérimenté aussi c'est pas de la vente en ligne à 100%, mais de la souscription en ligne. Et aussi, on a constaté que les clients sont satisfaits et même ce qu'on a constaté qui est très intéressant, c'est que ces clients, à leur initiative, ils ont initié des opérations, ce qu'on appelle la valorisation. Ils ont entré dans les applis de la banque, ils ont fait les simulations nécessaires. Il a un contrat de rente éducation, il a constaté que le besoin, que les frais de scolarité ont augmenté, et il a fait ces simulations, il a pris l'initiative d'augmenter ses versements dans ce contrat-là. Donc, les clients, en leur mettant à leur disposition ces éléments-là, ils sont satisfaits et même ils se sont maîtres de la situation et ils prennent l'initiative. Et pour la partie conseil? La partie conseil date aujourd'hui, ce qu'on continue à favoriser, mais on va y arriver à un certain moment aussi à digitaliser ça, on continue quand même à aller vers du physique et vers le client parce qu'il ne faut quand même pas faire une rupture à 100%, mais il faut y aller progressivement. Et à un certain moment, je pense que le contact physique ne va jamais disparaître. Il va être renforcé. Surtout pour ce genre de produit, il va être renforcé par tout ce qui est digital, par tout ce qui est nouvelle technologie. Et donc, le conseil date aujourd'hui, surtout les produits d'assurance, ça nécessite de l'explication. Et surtout, tout à l'heure, on a parlé de contrat unité de compte, les produits prévoyance santé. C'est des produits qui se vendent et ne s'achètent pas. Donc, vraiment, il y a un besoin de conseil. Et la clientèle elle est plus à l'aise, elle est plus rassurée quand c'est un conseil face-to-face, ce n'est pas un conseil à distance. Très bien, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de l'épargne, mais avant de clore cet entretien, j'aimerais bien vous poser une question par rapport à l'Mgharibiya Takafoul que vous avez lancé il y a un peu moins d'un an.
comment les effets de synergie sont exploités avec la Société Générale? Est-ce que les clients de Maghribiya Takaful proviennent de Dar el-Aman ou ils proviennent également d'autres banques participatives? Et aussi, il était question de démarrer au départ avec un produit d'assurance décès et par la suite, il y aura d'autres produits multirisques, etc. Où en est le régulateur dans la conception de ces produits? Ça, c'est plusieurs questions dans une seule question. Mais sur l'activité de Takaful, il faut juste garder en tête que c'est une activité qu'il y a moins d'un an. L'existence, et dans tous les cas, déjà le premier constat, c'est que un bon succès au démarrage. Sur l'activité de Takaful, on est ambitieux, mais on est réaliste. C'est une activité naissante, c'est un nouveau marché et un grand effort de sensibilisation, de communication. Et donc c'est important de commencer étape par étape. Nous, on s'est fixé comme objectif déjà de commencer à travailler avec la Société Générale, avec Dar el-Aman. C'est ça notre priorité. Et aussi, et même en concertation avec le régulateur, il faut garder en tête qu'au démarrage, l'agrément a été accordé pour 3 activités. Tout ce qui est assurance décès pour les financements octroyés par les banques participatives, la multirisque bâtiment et les produits d'investissement. Même ça, il faut aller progressivement. Donc l'objectif prioritaire, c'était d'aller assurer la couverture d'essai pour la clientèle qui a déjà bénéficié d'un financement. Et là, date aujourd'hui, on est très très satisfait parce qu'on avait un grand enjeu et il y avait même tout un débat, même sur les réseaux sociaux, sur la couverture de stock. Est-ce que les clients seront d'accord? Est-ce qu'ils seront demandeurs? Date aujourd'hui, avec grande satisfaction, on est quasiment sur un taux de couverture de stock en quelques mois entre 90% et 95%. Et cette performance n'est pas propre que, on va dire, à Maghribiya Takaful, mais d'une manière générale, les 3 à 4 opérateurs, ils sont en taux entre 80 à 95%. Donc déjà, ça montre qu'on avait raison, il y a un besoin. Mieux, c'est que la production nouvelle, au-delà de la couverture de stock, la production nouvelle, moi, quand je regarde la productivité des points de vue de Dar el-Aman, c'est exceptionnel. Il y avait un gisement de clientèle qui était en attente et même la production nouvelle, il est sur un bon train de croissance. Le nombre de contrats réalisés par mois et par point de vente, c'est quand même exceptionnel. Donc sur l'activité d'essai, moi je considère qu'elle est sécurisée parce qu'on a réussi à couvrir le stock parce que c'est un bon élément pour bien démarrer. Donc on a déjà assuré un business dès le départ, mais même tout ce qui est nouvelle clientèle, elle est à la demande. Et même il y avait des attentes par rapport à ça. Deuxième étape, c'est le produit multirisque bâtiment. Donc date aujourd'hui, bientôt on va dire on est en starting block, bientôt il sera lancé. Et on n'est pas le seul, mais aussi des confrères qui vont être sur la même démarche. Après, travailler avec d'autres réseaux autres que Dar el-Aman, date aujourd'hui, moi je dis la priorité. On était clair, même ça veut dire qu'on a construit notre business plan, on est prêt à travailler en architecture ouverte, mais on s'est positionné ça à partir de la 2e, 3e année. On est réaliste, il faut commencer déjà à travailler, à bien travailler notre synergie, parce que l'activité de Takaful, c'est une extension de notre modèle de banque assurance intégrée. Donc notre priorité, c'est de travailler avec notre partenaire et notre actionnaire sur le marché marocain, qui est la Société Générale Maroc. Maintenant, le point d'attention après quelques mois d'activité, c'est que le rythme d'avancement sur le développement d'un écosystème global, pas que sur l'activité Takaful. Date aujourd'hui, pour lancer une activité investissement, c'est un peu l'épargne conventionnelle. Date aujourd'hui, nous considérons notre analyse qu'il n'y a pas l'écosystème adéquat. Date aujourd'hui, on n'a pas encore des SOCO, qu'on n'a pas des OPCVM ou même des actions labellisées conformes au Sharia. Il y a un retard par rapport à ça et date aujourd'hui, nous attendent par rapport aux régulateurs, pas qu'aux régulateurs assurantiels, mais aussi la partie marché de capitaux. Tout ça, c'est qu'il faut quand même qu'à un certain moment, il faut qu'on fasse avancer le dispositif global de la finance participative, qu'on fasse de sorte qu'il y aura un marché de capitaux pour que derrière la partie assurance Takaful se développe.
Donc c'est date aujourd'hui, mon intuition et ce qu'on regarde, c'est que un produit d'investissement, même si on va le lancer, je ne pense pas qu'il va trouver un environnement propice pour qu'on arrive à le faire prospérer. Donc un bilan positif sur le démarrage, sur l'ADE. Je pense qu'aussi sur MRB, il n'y a pas de raison qu'on n'aura pas de succès parce que c'est quasiment similaire à ce qu'on a fait sur la partie d'essai. La partie investissement, certes, il y a le besoin, il y a l'attente de la clientèle, mais il n'y a pas l'écosystème nécessaire pour faire prospérer cette activité. D'accord, donc on va dire que l'écosystème participatif est encore à ses débuts. Vos attentes ne se limitent pas uniquement aux produits assurantiels, mais également au marché de capitaux, notamment les soukouk, pour voir prospérer cette activité. Oui, très bien. Merci M. Tofir pour toutes ces explications. Je rappelle, M. Tofir, que vous êtes directeur général de la Marocaine Vie. Vous êtes également président du conseil d'administration de Maghrebiyat Takafoul. Merci. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.